toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Le Nigeria, champion de la crypto-monnaie, cap sur Abuja et son nouveau hub de technologie financière virtuelle. Convexity est une entreprise axée sur la blockchain et nous souhaitons voir cette technologie prospérer et bien sûr se développer dans la sous-région africaine à partir du Nigeria. Le Bénin tient tête au changement climatique et aux inondations grâce à un système d'alerte précoce. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. Faire pousser des légumes en plein désert, c'est possible et en plus c'est bio. Exemple avec ces agriculteurs maliens. On est en plein désert, les gens arrivent quand même à produire certaines variétés de légumes, des tomates, des aubergines qui dans quelques années les gens n'étaient pas trouvés ici à notre niveau. Crypto-monnaie, technologie blockchain, on en entend de plus en plus parler en Afrique, mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. En bref, les crypto-monnaies sont des monnaies numériques, elles utilisent un réseau informatique décentralisé au lieu d'être contrôlées par les autorités monétaires. La technologie blockchain certifie les transactions pour éviter les malversations. Le Nigeria est en tête de cette évolution, au point qu'un centre spécialisé blockchain vient de voir le jour à Abuja. Explication avec notre journaliste sur place, Hugo Uana. Une nouvelle perspective d'opportunité pour les fournisseurs de solutions, mais également une technologie qui améliore notre vie quotidienne. C'est la technologie blockchain qui permet les échanges de crypto-monnaies. De nombreux acteurs du secteur aspirent à un endroit où ils peuvent réseauter, échanger et améliorer leurs connaissances dans un hub exclusivement dédié au marché de la blockchain et à sa technologie. Récemment, Convexity, le premier hub de blockchain en Afrique subsaharienne, a été lancé dans la capitale fédérale d'Abuja au Nigeria. Son ambition est de résoudre les différents problèmes qui prévalent en Afrique subsaharienne, avec le Nigeria en tête de cette révolution technologique. Convexity est une entreprise axée sur la blockchain et nous souhaitons voir cette technologie prospérer et bien sûr se développer dans la sous-région africaine à partir du Nigeria. Nous pensons que c'est une technologie puissante pour autonomiser l'Afrique et une technologie qui est destinée aux Africains. La plupart des enjeux en Afrique en ce moment peuvent être résolus grâce à elle. Et c'est ce qui expliquerait la création du premier hub de blockchain afin de booster les ressources, les talents pour co-imaginer, co-créer et résoudre les problèmes locaux. Le laboratoire d'investigation financière de Convexity s'est associé au gouvernement nigérian pour moderniser son architecture de sécurité en formant diverses agences de sécurité à acquérir les connaissances nécessaires pour lutter contre les crimes qui pourraient émerger de cette technologie. Nous sommes un partenaire de Chain Analysis, l'une des principales sociétés d'analyse de blockchain au monde, qui permettent aux autorités américaines de travailler en collaboration avec les autorités nigérianes. Nous sommes également très impliqués et en partenariat étroit avec le groupe canadien Blockchain Intelligence, spécialiste de l'investigation en crypto-monnaie. Ce sont les personnes qui soutiennent la CIA pour enquêter. Donc, si vous avez cette technologie robuste ici au Nigeria, il est tout à fait logique que nous aidions nos forces de l'ordre à comprendre et mieux appréhender cette nouvelle technologie, ainsi que les crimes qui pourraient être associés. Nous avons donc pu avoir une conversation et fournir un peu de formation à l'armée, et nous avons fait spécifiquement pour le commandement de la cyberguerre de l'armée nigériane. Récemment, Convexity a organisé une formation sur le suivi des nouvelles formes de crimes pour la corporation nigériane de sécurité et de défense civile. Le Blockchain Hub encourage également les startups en rassemblant développeurs et entrepreneurs de la blockchain. Dans le hub, nous avons également un accélérateur pour aider les startups. Nous avons donc une ou deux startups où nous mettons un peu d'argent afin de les booster et les aider à réussir. Car jusqu'à présent, ils cherchaient des ressources et de l'aide auprès du gouvernement.
Nous essayons de les libérer de cela et il y a beaucoup de solutions à venir. Nous avons donc vu beaucoup de solutions autour de l'agriculture, de la finance décentralisée, etc. Ce que nous faisons à Convexity, c'est introduire l'aspect de développement en plus de l'aspect transactionnel. Développer des solutions qui auraient un impact sur la société ou la communauté. Donc, dans notre hub, nous avons des développeurs qui travaillent en ce sens et pour y parvenir, nous travaillons vers un hackathon afin de réunir les développeurs, les startups, pour créer des solutions qui vont faire progresser la société. Convexity a soutenu environ 12 startups avec des solutions basées sur la blockchain, telles que DeFi, Data Integrity, Sonergy, NFT AP, pour n'en citer que quelques-unes. Si certaines sont encore en incubation, 2 ont été directement financées par Convexity. En tant que start-up, nous sommes venus pour le lancement inaugural de Convexity et nous leur avons présenté notre idée. Et ils ont vraiment aimé et adhéré. Finalement, ils ont décidé qu'ils allaient nous financer et nous incuber dans le hub. Jusqu'à présent, nous avons pu obtenir un financement de développement de leur part. Nous avons un espace de travail, de l'électricité et un accès Internet, ce qui nous a permis d'accélérer notre phase de développement jusqu'à la phase de test. Et nous travaillons déjà avec des développeurs pour tester l'API. Convexity a ouvert de nouvelles opportunités sur le marché de la blockchain et ceci pourrait renforcer la confiance des différentes parties prenantes dans les solutions apportées par la technologie. Par exemple, la technologie blockchain pourrait être largement utilisée pour lutter contre la corruption financière et assurer une surveillance et des rapports équitables sur les élections. Des solutions éthiques à l'autonomisation des startups agricoles, la blockchain offre une mine de ressources pour les économies émergentes. Il s'agit d'une révolution technologique en cours que Convexity et le Nigeria visent à mener sur le continent africain. Nous restons au Nigeria où la Banque centrale va lancer une enquête sur les transactions en devises étrangères. L'institution avertit les banques commerciales du pays de cesser d'alimenter un marché parallèle qui est né en raison d'une pénurie de dollars américains. La forte demande en devises américaines contribue à l'affaissement de la monnaie nationale alors que le gouvernement espère redresser la situation avec de nouvelles ressources du Fonds monétaire international. En Guinée, vous le savez, le président Alpha Condé au pouvoir depuis 2010 a été renversé par la junte militaire. Le coup d'État a été fermement condamné par la communauté internationale ainsi que par l'Union africaine et la CEDEAO. Mais il a aussi des implications économiques importantes car la Guinée s'est hissée depuis 2015 au premier rang des exportateurs de bauxite. Le minerai sert à produire l'aluminium et la situation pourrait favoriser les exportateurs concurrents comme l'Australie ou le Brésil. Les cours de bauxite ont réagi à la hausse, même si la junte a demandé aux compagnies minières de continuer à opérer dans le pays. Nous partons maintenant dans la vaste plaine côtière du Bénin où la population a toujours vécu d'aquaculture et d'agriculture. Mais le changement climatique a changé la donne avec des inondations dévastatrices en 2010. Le pays a décidé de prendre la menace à bras-le-corps avec un système d'alerte qui fonctionne, comme l'a constaté Lorraine Rimondi dans ce reportage au sud du Bénin. C'est au sud du Bénin que vit la majeure partie de la population, là où sont situées les grandes villes comme Cotonou, la capitale économique, et Porto Novo, la capitale administrative. C'est là que se déploie une vaste plaine côtière constellée d'une multitude de fleuves, dont le Niger et l'Ouémé. Des villages vivent là depuis toujours, de pêche et d'agriculture. Mais depuis quelques années, cet environnement fertile se fait de plus en plus menaçant. Tout le monde garde en tête les terribles inondations de 2010 qui avaient fait 46 morts et 680 000 sinistrés. Victime du changement climatique, le Bénin se voit confronté à des intempéries dévastatrices causées par les fortes pluies et des crues de plus en plus fréquentes, comme dans ce village d'Agégué, dans la basse vallée de l'Ouémé. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. L'école, la salle communale et les habitations ont été inondées plusieurs fois. Là, le risque pour cette population est qu'en période de crue, l'eau monte dans les chambres, dans les maisons, tout ça là, et il faut forcément évacuer les populations pour éviter les grandes catastrophes.
Face à de telles menaces, le chef de l'État a décidé de réagir pour prévenir ces crises et permettre une meilleure gestion des risques. Avec le projet SAP, Système d'alerte précoce, inspiré de ce qui a déjà été fait au Kenya et de l'expérience des Pays-Bas, le SAP permettra d'anticiper les risques d'inondation, mais aussi les périodes de sécheresse ou les tempêtes, grâce à un dispositif qui comporte des alertes graduelles, passant du vert pour une situation normale au rouge pour un danger imminent. C'est le cas aujourd'hui avec le début de la petite saison des pluies. Les scientifiques sont en ébullition car la situation est potentiellement dangereuse pour les riverains des 12 communes. 3 jours plus tôt, les observateurs qui relèvent matin et soir le niveau de l'eau sur des piquets gradués ont observé une élévation anormale du fleuve. Des données qui sont envoyées à la cellule d'alerte chargée de faire les prévisions en temps réel. Le graphe que vous voyez là met en relief au fait la prévision des inondations au niveau du fleuve le Bonou. Là, vous voyez ce que c'est les observations, c'est-à-dire que c'est les informations que nous avons reçues de nos lecteurs au niveau de au niveau de la station de Bonou. Et là, en rouge, c'est la prévision que nous avons faite. Donc la prévision elle est faite sur 3 jours. Et c'est ce que vous voyez là. Quand l'alerte est donnée, les maires doivent faire évacuer les berges et mettre les habitants à l'abri. Cette alerte rouge montre que le niveau de l'eau a monté jusqu'à ce que l'eau sorte de son lit pour commencer progressivement à rentrer dans les maisons. Et il faut que nous avertissons l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, en tant que gestionnaire des catastrophes au Bénin, puisqu'ils ont un plan de contingence. Et ce sont eux qui prennent les dispositions. Ils savent ce qu'il faut faire sur le terrain. Les effets du changement climatique représentent un risque vital pour les riverains. Mais c'est aussi un coût. La catastrophe de 2010 avait entraîné des dommages estimés à 127 milliards de francs CFA, près de 200 millions d'euros, et avec aussi des impacts pour les populations, exemple avec le fleuve Niger. Lorsqu'il y a débordement, et nous n'arrivons pas à canaliser ce fleuve, et ça emporte des récoltes, ça emporte des habitations, ça crée le désarroi à toutes les populations qui sont autour. Or, en ce moment où nous parlons de l'emploi des jeunes, nous avons fait beaucoup de dépenses pour aménager les vallées, et ils se cultivent plein de cultures vivrières. Alors, vous voyez, le déficit de la culture vivrière, ça met en cause, en quelque sorte, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Ça met en cause l'emploi des jeunes. Et donc, nous allons rechercher des ressources qui sont très importantes, de l'ordre de plus de 95 milliards, pour pouvoir aménager les digues, parce que nous avons déjà fait une partie, mais c'est un problème de ressources, pour aménager les digues tout le long du fleuve du Niger, par exemple, et ça nous permettra de contenir, en cas d'inondation, de contenir le fleuve dans son lit. La commission de modélisation économique des impacts et de l'intégration des changements climatiques, créée par le gouvernement, elle devra prévoir l'impact économique et le coût de l'intégration des changements climatiques dans le budget de l'État. Une décision politique qui implique la mobilisation de plusieurs ministères. La commission qu'on vient d'installer est un outil que nous mettons non seulement en place pour la coordination des décisions, mais pour prendre des décisions beaucoup plus professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, la croissance que nous recherchons ne doit pas être une croissance erratique. C'est une croissance durable, stable. Et qui parle de stabilité, parle aujourd'hui de la gestion du changement climatique. Le Bénin est l'un des 11 pays d'Afrique à bénéficier du projet SAP appuyé par le PNUD. Et sur le long terme, l'ambition affichée est de travailler avec ses voisins d'Afrique de l'Ouest. D'ores et déjà, le pays fait figure de pionnier, au-delà même du continent, preuve d'une réelle volonté politique de prendre son destin en main. Plutôt que d'être des assistés humanitaires, essayons donc d'anticiper ces risques de façon professionnelle et de manière à les intégrer dans nos prévisions budgétaires. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. J'ai eu l'honneur d'ouvrir ce mois-ci à Marseille en compagnie du président français Emmanuel Macron le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce congrès quadriennal d'engagement des États en faveur de la biodiversité offre à la société civile, aux scientifiques et aux experts de la conservation une occasion de préparer des avancées en vue de la COP15 de la biodiversité du printemps 2022
Et en attendant cette étape, c'est un message d'espoir qui est venu d'Afrique. Mahamadou Issoufou, ex-président de la République du Niger, a évoqué devant le Congrès les résultats de la Grande Muraille Verte, de lutte contre le changement climatique en Afrique et de l'initiative « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Écoutons-le. Les résultats que nous avons obtenus dans la mise en œuvre de cette initiative et donc dans la mise en œuvre de la Grande Muraille sont très encourageants. Nous avons pu reconstituer le couvert forestier et herbacé. Il y a eu un retour de la faune, il y a eu une augmentation de la production et des rendements, il y a eu une amélioration de la sécurité alimentaire, une réduction de la pauvreté, la création de beaucoup d'emplois, des milliers d'emplois, la réduction de l'exode rural et de la migration, l'atténuation des conflits également. 118 millions de dollars pour 18 réserves de conservation transfrontalières au sud du continent africain. C'est l'accord de facilité financière internationale qui a été acté ce mois-ci au Malawi. Le pays est un exemple de démarche vertueuse pour la conservation de la nature puisqu'on y dénombre 80 réserves gérées par les communautés locales et réparties sur 20% de son territoire. L'accord annoncé par Nancy Tambo, ministre des Forêts et des Ressources naturelles du Malawi, couvre 700 000 km² dans 16 pays du sud de l'Afrique. Le Tchad va-t-il finaliser sa restructuration de dette? Le pays a été le premier à solliciter une restructuration en janvier dans le cadre du plan d'aide du G20. Les pays créanciers, la Chine, la France, l'Inde et l'Arabie Saoudite ont bien donné leur accord pour un rééchelonnement, mais le FMI réclame le même engagement des prêteurs privés. Or, leur appui se fait attendre, ce qui bloque la restructuration, a indiqué le Premier ministre Albert Pahimi Padaké. La dette privée du Tchad représente 1 milliard de dollars. Fini les engrais chimiques et autres systèmes d'irrigation complexes. Des agriculteurs maliens ont réussi à faire pousser des légumes 100% naturels en plein milieu du désert en revenant à des techniques ancestrales. Même si les superficies de bio ne représentent encore que 0,2% de la superficie agricole du continent, leur exemple montre bien que l'agriculture bio en Afrique, c'est possible partout. Reportage Areski Ben Mokhtar et Adrien Bizieux. Les tomates que ces hommes cueillent ici avec soin ne sont pas des tomates ordinaires. Il s'agit de tomates biologiques. Ce nouveau mode de production est en train de s'implanter petit à petit en Afrique. Aucun produit chimique, le procédé est artisanal, mais à 100% naturel sur ces parcelles plantées dans le désert. On est en plein désert. Les gens arrivent quand même à produire certaines variétés de légumes, des tomates, des aubergines, qui dans quelques années, les gens n'étaient pas trouvés ici à notre niveau. Pour ces agriculteurs, le bio, c'est la solution idéale pour préserver leur santé et la santé des sols qui les nourrissent. Ces petites parcelles sont un investissement durable qu'ils comptent développer dans un avenir très proche. Aujourd'hui, leur détermination est leur principal atout. Et ces graines de tomates sont la clé de l'espoir. Elles sont précieusement triées et stockées avant d'être analysées par les agronomes afin d'être plantées à nouveau. Un trésor que ces agriculteurs gardent jalousement. À partir de là, nous aussi, du choix qu'on fait des variétés les plus résistantes ici au climat qu'on a et à certaines maladies qu'on peut rencontrer ici, on fait le choix de certaines variétés qu'on communique à nos partenaires pour la multiplication après la livraison. De plus en plus d'agriculteurs africains se mettent à produire du bio. Sa production est encore timide comparée à celle des pays du Nord, mais l'Afrique veut avoir sa place dans le cercle des pays producteurs des produits sains. Ce mode de production convient parfaitement aux paysans. L'agriculture traditionnelle africaine est par nature biologique, puisqu'aucun engrais chimique n'est utilisé. J'aimerais que dans 5 ans, toute l'Afrique passe par l'agriculture biologique, pour pouvoir éviter les intrants chimiques qui abîment le sol, qui rendent malades les hommes, les animaux. Beaucoup de paramètres dans cette agriculture que je veux que tout le monde arrive à changer, à se diriger vers l'autonomie alimentaire en passant par l'agriculture biologique. Ces pionniers du bio du désert tiennent bon malgré les difficultés climatiques et le manque de moyens. Pour l'amélioration, on aura besoin quand même de l'appui des partenaires de l'extérieur pour augmenter le nombre de puits ici
sur le terrain et le moyen d'exor pour pouvoir exploiter les 5 hectares. Et là, on est sûr que dans quelques années, avec les 5 hectares exploités, on arrive à être autonome financièrement. Le bio Made in Afrique commence à attirer l'attention des institutions d'aide au développement agricole, mais la tendance est encore timide. À l'agence française, on y croit. Et en effet, il y a une opportunité pour un certain nombre de pays africains à vendre des produits tropicaux avec des labels biologiques, d'autant que, notamment sur ces cultures pérennes, des choses comme la noix de coco par exemple, d'une certaine façon en Afrique on fait du bio sans le savoir. Je pense qu'il y a un marché et donc il faut y penser, il faut regarder, même s'il n'y a pas de réglementation. L'avantage du niveau européen, c'est qu'on a à la fois une réglementation et une incitation à consommer bio. Un marché et des opportunités donc, mais rien ne pourra se faire à grande échelle sans l'implication des banques locales et régionales. Il n'y a pas de politique agricole, il n'y a pas de développement agricole sans des services financiers à l'agriculture. Il y a tout un questionnement aujourd'hui qui nous semble vraiment un élément du contexte favorable, une réflexion sur de grandes banques qui sont présentes dans plusieurs pays, dire mais est-ce qu'on n'est pas un peu faible dans notre approche de la clientèle agricole? Est-ce que ce n'est pas finalement une clientèle intéressante pour nous? Donc il y a une émulation entre les banques, un point de vue de réflexion sur comment mieux servir l'agriculture, qui est un secteur risqué, qui justifie d'ailleurs que à l'AFD, on travaille beaucoup sur la question de gestion des risques. Ici, dans le désert, on ne pense pas exporter, pas encore. Dans d'autres régions du continent où le climat est plus favorable, notamment en Afrique de l'Est, Tanzanie, Ouganda, Éthiopie et en Afrique du Sud, de grandes exploitations bio ont vu le jour. Près de 180 000 hectares ont déjà obtenu le label. Ces terres sont essentiellement dédiées à des cultures pérennes, café, coton, palmier à huile, cacao, des secteurs qui font vivre plus de 500 000 petits agriculteurs. D'autres producteurs, par contre, attendent cette certification selon les normes très strictes de Bruxelles. Ce certificat est indispensable pour ceux qui veulent exporter vers l'Europe. Plusieurs organisations ont mis en place des programmes d'aide dans ce sens. C'est le cas de la FAO, qui a lancé un programme de 2,4 millions de dollars avec l'appui financier de l'Allemagne. L'agriculture biologique a-t-elle un avenir en Afrique? Ce dont les spécialistes sont sûrs, c'est que le choix de cette agriculture accroîtra les capacités alimentaires du continent et réduira sa dépendance à l'égard de l'étranger. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez $150. Il s'agit du jeu numéro 559. Tous à vos crayons. Écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Qu'est-ce que Convexity au Nigeria? Un centre pour les startups, une école, une société d'ingénierie. Deuxième question. Que fait pousser Mamadou dans le désert? Du café, des tomates et des aubergines, du coton. Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com, répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 559. Le gagnant recevra $150 par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 558. Le nom du gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Qu'est-ce que l'IBS en Somalie? Réponse, une banque islamique. Deuxième question. Qui a initié le processus d'autonomisation des femmes dans l'ouest du Cameroun? Réponse, le docteur Adamou Ndam Njoya. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Nous écouterons Marilyn Doualabel, la fondatrice du Centre d'art contemporain camerounais Douala Art. Elle nous parlera dans la deuxième partie de son interview de sa mission auprès de la jeunesse. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.